Bonsoir, c'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr. Bonsoir Jean-Marie Colombani. Bonsoir, alors, qui seront les prochains présidents en France et aux États-Unis? Cette semaine, Trump et Clinton ont combattu. Personne n'est vraiment KO, mais avantage tout de même à Hillary, qui a envoyé ses coups en souriant toute la soirée, comme dans une pub Ultra Bright. Donald, lui, n'a pas dérapé comme à son habitude, mais il faisait moins le fier. En France, cette semaine, maudite pour Nicolas Sarkozy, entre ses proches mis en examen, le livre au canon du Ganelon de Roncevaux, Patrick Buisson, et les sondages qui redonnent l'avantage à Juppé. Quant à la gauche, eh bien, elle se cherche un champion, Hollande, Macron ou Valls, c'est la question à 1000 points. Bonsoir à nos éditorialistes que je vous présente sur ce plateau. Bonsoir Jean-Louis Bourlange, ancien député européen. Bonsoir Roselyne. Bruno Roger-Petit, bonsoir. Vous êtes éditorialiste à Challenge. Bonsoir. Et puis Alain Frachon, éditorialiste au Monde. Bonsoir Roselyne. Bonsoir Alain. Donc justement, je me tourne vers vous, grand spécialiste des États-Unis aussi. Alain, amateur des États-Unis. Amateur. Alors écoutez, vous êtes trop modeste. L'histoire a connu Kennedy, Nixon, Carter, Reagan, Obama, René. Aujourd'hui, Trump. On descend un peu d'un cran. Est-ce que dans le fond, les débats changent l'histoire, le récit de la campagne et les résultats? Écoutez, les historiens de la présidence américaine notent que les débats ne changent pas le cours de la campagne. Ils confirment en général les électeurs dans leur choix, mais ils ne changent pas. Le seul qui a peut-être joué un rôle, c'est précisément le premier. En 1960, donc, Nixon et John Kennedy, à l'avantage de Kennedy, puisque Nixon était moins bon que Kennedy, moins bon débatteur. Il y avait un beau, un moche aussi. Enfin, oui, ça a joué. On a beaucoup dit ça. C'est sans doute vrai, ça a joué aussi. Mais sinon, en général, les débats ne changent pas véritablement la courbe des sondages, ni la popularité des uns et des autres. Encore moins maintenant où la plus grande masse des électeurs américains n'est ni démocrate, des électeurs inscrits, ceux qui vont aller voter, n'est ni démocrate ni républicain, mais indépendant. Donc on est dans une logique de deuxième tour à la française, dans un débat présidentiel américain, et il s'agit de séduire les électeurs indécis. Et c'est vrai que donc, ces indécis, ils se trouvent... alors, c'est les États clés, hein, parce que c'est vrai que le fonctionnement est très différent de France. C'est des États clés qui vont faire que les uns, ou que Trump ou Hillary... C'est un suffrage universel indirect. On vote pour les grands électeurs. Et donc, mais ça joue par État. Ça joue, c'est-à-dire qu'il y a 10 États dans lesquels l'électorat est susceptible de changer, à peu près 10 États, pas plus. Donc l'élection se joue là. Et par exemple, pour vous revenir sur la question que vous me posiez, ce matin, il y avait une batterie de sondages dans 3 États clés, qui sont la Floride, la Pennsylvanie et l'Ohio. Ces États peuvent véritablement commander l'issue du scrutin le 8 novembre. Dans ces 3 États, Hillary Clinton et Trump sont côte à côte. Imaginez que Trump fait jeu égal avec Hillary Clinton dans un État quasiment à majorité latino, alors que Trump a insulté les latinos en Floride. Ouais. Alors on écoute un petit extrait de ce débat et puis après on en reparle. Elle n'a pas l'air d'une présidente et elle n'a pas l'énergie. J'ai dit qu'elle n'avait pas l'énergie. Et je ne crois pas qu'elle ait l'énergie suffisante. Pour être président de ce pays, vous avez besoin d'une énergie phénoménale. Eh bien, quand il aura voyagé dans 112 pays et négocié un accord de paix, un cessez-le-feu, la libération de dissidents, ou même quand il aura passé 11 heures à témoigner devant une commission au Congrès, il pourra me parler d'énergie. Quand on regarde ces images, Jean-Marie, on se dit que l'étonnement perpétuel, c'est de se dire comment Trump a survécu jusque-là. Oui, parce qu'on peut se dire qu'il y a à nos yeux en tout cas, il y a un déséquilibre flagrant entre une personne qui est qualifiée, qui est Hillary Clinton, et quelqu'un qui manifestement n'est pas qualifié pour ce poste et qui fonctionne à coup de slogans, à coup de caricatures, à coup de tout ce qu'on voudra, tout sauf, j'allais dire, présidentiable. Et pourtant, c'est lui qui a une chance de gagner. Et donc, moi, ça me renvoie à la question principale qui est inspiré peut-être par un des articles d'Alain Frachon dans Le Monde sur la référence à Stefan Zweig et à un air du temps qui commence à ressembler un peu trop aux années 30, c'est que c'est vraiment la démocratie contre la démagogie.
Et donc, on a dévisu sous nos yeux ce spectacle de la démagogie combattant la démocratie, peut-être victorieusement. Et ça, il ne faut pas croire qu'on en sortira indemne, parce que ça concerne toutes les démocraties occidentales. Et c'est un paradoxe extraordinaire, parce que, je veux dire, tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit en mer de Chine, que ce soit en Méditerranée, que ce soit en Russie du côté de l'Ukraine, devrait conduire au contraire les démocraties à serrer les rangs et à croire davantage en ce qu'elles sont elles-mêmes. Et c'est un peu l'inverse qui se produit avec le grand désarroi des classes moyennes d'aujourd'hui. Jean-Louis, et ça, vous qui êtes un homme pointilleux... Pondéré. Pointilleux, pas du tout, mais pondéré, certainement. Pointilleux, si. Et quand on entend Trump, il peut dire n'importe quoi. Il peut mentir, il peut raconter ce qu'il veut. En fait, dans le fond, ça ne dérange personne, et encore moins ses électeurs. Donc le mensonge, aujourd'hui, est une sorte de, non pas de vertu, bien évidemment, mais d'argument de vente, d'entretien d'embauche vis-à-vis des électeurs. Je crois que ce que vous percevez comme un mensonge n'est pas perçu comme tel par beaucoup d'électeurs américains, et qu'en revanche, un certain nombre de comportements, d'attitudes et de déclarations d'Hillary Clinton sont perçus comme des mensonges. Donc là, il y a vraiment un phénomène de classe, si vous voulez. Je pense que quand Trump tient des propos outranciers, ils sont immédiatement interprétés par une bonne partie de la classe populaire américaine comme ceux de quelqu'un qui parle comme eux, qui pense comme eux. Quand il dit l'Amérique d'abord, oui, on en a assez, etc. Hillary Clinton a un discours qui est un discours qui convient à l'élite libérale et progressiste américaine, qui continue à dominer les deux côtes, la côte Est et la côte Ouest, mais tout ce qui est au milieu, ça fait quand même pas mal de monde. D'ailleurs, les États que vous avez cités, ou qu'Alain a cités, l'Ohio, l'Iowa, la Pennsylvanie, etc., sont des États qui sont, et je ne parle pas du Dakota, etc., qui sont évidemment complètement insensibles à cela. Alors, ça pose... Jean-Marie a parlé de qualification. Je ne sais pas si il est évident qu'en termes de compétences, d'expérience, Hillary Clinton est 100 fois mieux formée, plus adaptée à la tâche. Mais en réalité, Trump n'est pas un imbécile, et ce qu'il représente, c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire une rupture des électorats fondamentaux du Parti démocrate. Dans le Parti démocrate. Le Parti démocrate traditionnel, c'est deux choses. C'est l'école bleue, les ouvriers américains syndicalisés, de l'industrie, justement, de l'Ohio, de la Pennsylvanie, des grandes zones industrielles, de l'Illinois, etc., américaines, et ce sont les minorités. Les minorités étant d'ailleurs parfois majoritaires, parce que dans les minorités, on compte les femmes. Mais les minorités de couleur... Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un effondrement total de l'électorat populaire traditionnel des démocrates. Donc elle se retrouve dans une situation assez délicate, avec comme fond d'électorat l'ensemble des minorités qui constituent, ça fait beaucoup de monde, mais il lui manque un cœur de cible qui lui fait singulièrement défaut, et c'est embêtant parce que traditionnellement, dans l'histoire républicaine, dans l'histoire des États-Unis, l'électorat républicain, c'est l'électorat WASP. Il est minoritaire, mais cohérent. Et quand les démocrates, avec Roosevelt, avec d'autres, rassemblent les minorités, ça fait effectivement, et une partie de l'électorat ouvrier, ça fait une majorité. Et là, on est dans une situation où les démocrates ont du mal à fabriquer un électorat cohérent. Peut-être Bruno et Alain... Bruno, ce rejet de l'établissement, en fait, dans ce qu'incarne aujourd'hui... Hillary Clinton, on voit que c'est un phénomène qui n'est pas uniquement américain, ce refus de l'élite. Je vois où vous voulez en venir, mais il y a des candidats en France, effectivement, qui font campagne là-dessus, c'est le rejet de l'élite. On parle de l'Ohio, c'était un État ouvrier, où il y avait beaucoup de col bleu. Or, c'est un État qui a été frappé de plein fouet par la désindustrialisation. Donc, vous avez pas mal de petits blancs, comme on dit, qui sont au chômage, et auxquels, effectivement, le Parti démocrate ne répond pas. Donc, ceux-là vont voter Trump parce qu'ils sont énervés.
On parle de la Floride. Effectivement, c'est un État très latino. Mais les latinos sont très conservateurs aux États-Unis. Le sénateur vedette républicain de cet État, c'est Marco Rubio, qui était en piste au début pour la primaire et qui, malheureusement pour lui, n'a pas pu aller au bout. Mais c'est un État conservateur, avec d'une certaine façon, et c'est peut-être là où il faut prendre sur long terme un phénomène comme Trump au sérieux, c'est que vous voyez des latinos qui finalement sont un peu tentés par le rêve des petits blancs américains et ont envie aussi de s'associer à ce qu'ils sont. Et ça, c'est intéressant parce qu'on a longtemps dit que ce qu'avait fait Romney en 2012, c'était un problème, c'est-à-dire de faire qu'une campagne pour les Blancs américains en oubliant tout le reste, c'était la cause de sa défaite. D'ici 10, 15 ans, 20 ans, l'électorat latino sera majoritaire aux États-Unis. Il n'est pas dit qu'il soit nécessairement démocrate. Vous êtes d'accord, Alain, avec En principe, il devrait être républicain, puisqu'il y a le sens de la famille, c'est un électorat religieux qui va à l'église, qui va au temple, puisque les évangélistes... Oui, mais les évangélistes progressent énormément dans l'électorat latino aussi. Donc, normalement, c'est un électorat qui aurait dû aller au Parti républicain. Mais pour des raisons de législation sur l'immigration, c'est un électorat qui penche massivement du côté démocrate. Obama a gagné les 2 fois la Floride, par exemple. Ouais. Obama a gagné la Floride les 2 fois. Qui est un État qui est plutôt républicain d'habitude. Si vous voulez, il y a une multitude de lignes de fracture dans cette élection qu'on connaissait mal avant. Il y a, comme disait Jean-Marie, il y a cette prime aux non qualifiés, mais c'est parfaitement exact. Ça joue dans les primaires. Là, on est dans une logique de 2e tour. Il se fait écraser au débat parce qu'on n'est plus à faire le battleur avec des bons mots qui font rire tout le monde. Donc là, c'est plus compliqué. Il faut attraper l'électorat indépendant. Vous avez d'autres lignes de fracture qui sont cachées, dont on parle peu, mais que les journaux commencent à bien raconter. C'est la ligne de fracture blanc contre minorité. Il est incontestable que Trump est le candidat des hommes blancs. Et moins ces hommes ont fait d'études supérieures, ils se sentent menacés. Plus ils votent. Le petit blanc qui se sent menacé. Ouais. Et en revanche, Hillary Clinton a 44% de points d'avance dans l'électorat féminin. Donc, si vous voulez, Trump a énormément de mal à gagner l'électorat féminin. Vous avez comme ça de nouvelles lignes de fracture qui sont apparues dans cette élection qui la rendent compliquées, difficiles à interpréter, mais qui sont intéressantes et qui sont là sur la table. Il y a véritablement une question blanc contre minorité dans cette élection. Et lui, le pape du nationalisme blanc, si je puis dire. Jean-Marie ? Exactement. Moi, en plus, je trouve que les élites ont bon dos dans cette histoire, parce que Hillary Clinton, d'ailleurs, elle est critiquée par une partie des élites, mais elle est aussi le candidat du peuple, mais du peuple de couleur, des peuples de couleur. On ne peut pas réduire l'Amérique, en effet, à la classe moyenne blanche, peu qualifiée, etc., dont on a dit l'essentiel à l'instant. Mais l'électorat du Parti démocrate ne peut pas se réduire à cela, sinon elle ne serait pas au sommet où elle est. Et il y a une dimension raciale, pour ne pas dire raciste, dans la campagne de Trump, qui ne doit pas tromper, et qui, par ailleurs, débouche sur un programme ultra... Non, mais qui débouche en plus sur un programme ultra protectionniste. Il faut lire ce qu'il dit. Je veux dire, sur le protectionnisme, ça conduit tout droit, pour le coup, à la guerre. Merci, c'est la fin de cette première partie qui passe très vite. On se retrouve dans quelques instants, on continue le débat, mais cette fois sur un débat français, sur la politique française. À tout de suite.